Les grandes espérances de Charles Dickens, partie 3 du livre audio, chapitre 9 de la première partie. Quand j'arrivai à la maison, ma sœur se montra fort en peine de savoir ce qui se passait chez Miss Havisham et m'accabla de questions. Je me sentis bientôt lourdement secoué par derrière et je reçus plus d'un coup dans la partie inférieure du dos. Puis elle frotta ignominieusement mon visage contre le mur de la cuisine, parce que je ne répondais pas avec assez de prestesse aux questions qu'elle m'adressait. Si la crainte de n'être pas compris existe chez les autres petits garçons au même degré qu'elle existait chez moi, chose que je considère comme vraisemblable, car je n'ai pas de raison pour me croire une monstruosité, c'est la clé de bien des réserves. J'étais convaincu que si je décrivais Miss Havisham comme mes yeux l'avaient vue, je ne serais pas compris. Et bien que je ne la comprisse moi-même qu'imparfaitement, j'avais l'idée qu'il y aurait de ma part quelque chose de méchant et de fourbe à la présenter aux yeux de Mrs. Joe telle qu'elle était en réalité. La même suite d'idées m'amena à penser que je ne devais pas parler de Miss Estelle. En conséquence, j'en dis le moins possible, et ma pauvre tête dut essuyer à plusieurs reprises les murs de la cuisine. Le pire de tout, c'est que cette vieille brute de Pumblechook, attirée par une dévorante curiosité de savoir tout ce que j'avais vu et entendu, arriva au grand trot de sa jument, au moment de prendre le thé, pour tâcher de se faire donner toutes sortes de détails. Et la simple vue de cet imbécile, avec ses yeux de poisson, sa bouche ouverte, ses cheveux d'un blond ardent, dressés par une attente curieuse, et son gilet, soulevé par sa respiration mathématique, ne firent que renforcer mes réticences. « Eh bien, mon garçon, commença l'oncle Pumblechook, dès qu'il fut assis près du feu, dans le fauteuil d'honneur. Comment t'en es-tu tiré là-bas ? Assez bien, monsieur, répondis-je. Ma sœur me montra son poing crispé. Assez bien, répéta Pumblechook. Assez bien n'est pas une réponse. Dis-nous ce que tu entends par assez bien, mon garçon. Peut-être le blanc de chaux endurcit-il le cerveau jusqu'à l'obstination. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'avec le blanc de chaux du mur qui était resté sur mon front, mon obstination s'était durcie à l'égal du diamant. Je réfléchis un instant, puis je répondis, comme frappé d'une nouvelle idée. Je veux dire assez bien. Ma sœur eut une exclamation d'impatience et allait s'élancer sur moi. Je n'avais aucun moyen de défense, car Joe était occupé dans la forge, quand M. Pumblechook intervint. « Non, calmez-vous. Laissez-moi faire, ma nièce. Laissez-moi faire. » Et M. Pumblechook se tourna vers moi, comme s'il eût voulu me couper les cheveux, et dit « D'abord, pour mettre de l'ordre dans nos idées, combien font 43 pence ?» Je calculais les conséquences qui pourraient résulter si je répondais 400 livres. Et les trouvant contre moi, j'en retranchais quelque chose comme 8 pence. M. Pumblechook me fit alors suivre après lui la table de multiplication des pence et dit « 12 pence font 1 shilling. Donc, 40 pence font 3 shillings et 4 pence. » Puis il me demanda triomphalement. « Eh bien, maintenant, combien font 43 pence ?» Ce à quoi je répondis après une mûre réflexion. « Je ne sais pas. » M. Pumblechook me secoua alors la tête comme un marteau pour m'enfoncer de force le nombre dans la cervelle et dit « 43 pence font-ils 7 shillings, 6 pence 3 liards, par hasard ?»« Oui, dis-je. »« Mon garçon, recommença M. Pumblechook en revenant à lui et se croisant les bras sur la poitrine. Comment est Miss Havisham ? Elle est grande et noire, dis-je. Est-ce vrai, mon oncle ? Demanda ma sœur. M. Pumblechook fit un signe d'assentiment, duquel je conclus qu'il n'avait jamais vu Miss Havisham, car elle n'était ni grande ni noire. Bien, fit M. Pumblechook, c'est le moyen de le prendre. Nous allons savoir ce que nous désirons.
« Je voudrais bien, mon oncle, dit ma sœur, que vous le preniez avec vous. Vous savez si bien en faire ce que vous voulez. »« Maintenant, mon garçon, que faisait-elle quand tu es entré ?»« Elle était assise dans une voiture de velours noir, » répondis-je. Monsieur Pumblechook et ma sœur se regardèrent tout étonnés, comme ils en avaient le droit, et répétant tous deux « Dans une voiture de velours noir ?»« Oui, répondis-je. Et Miss Estelle, sa nièce, je pense, lui tendait des gâteaux et du vin par la portière, sur un plateau d'or, et nous eûmes tous du vin et des gâteaux sur des plats d'or, et je suis montée sur le siège de derrière pour manger ma part, parce qu'elle me l'avait dit. »« Y avait-il d'autres personnes ? » demanda mon oncle. « 4 chiens, dis-je. »« Gros ou petits ? » ?»« Énormes, m'écriai-je. Et ils se sont battus pour avoir 4 côtelettes de veau, renfermées dans un panier d'argent. » Mrs. Joe et M. Pumblechook se regardèrent de nouveau avec étonnement. J'étais tout à fait monté, complètement indifférent à la torture, et je comptais leur en dire bien d'autres. « Où était cette voiture, au nom du ciel ?» demanda ma sœur. « Dans la chambre de Miss Havisham. » Ils se regardèrent encore. « Mais il n'y avait pas de chevaux, » ajoutai-je, en repoussant avec force l'idée des 4 coursiers richement caparaçonnés, que j'avais eu d'abord la singulière pensée d'y atteler. « Est-ce possible, mon oncle ?» demanda Mrs. Joe. « Que veut dire cet enfant ?»« Je vais vous l'expliquer, ma nièce, » dit M. Pumblechook. « Mon avis est que ce doit être une chaise à porteur. Elle est bizarre, vous le savez, très bizarre, et si extraordinaire qu'il n'y aurait rien d'étonnant qu'elle passât ses jours dans une chaise à porteur. »« L'avez-vous jamais vue dans cette chaise ?» demanda Mrs. Joe. « Comment l'aurais-je pu ?» reprit-il, forcé par cette question. « Quand jamais de ma vie je ne l'ai vue, même de loin. »« Bonté divine, mon oncle, et pourtant vous lui avez parlé. »« Vous savez bien, continua l'oncle, que lorsque j'y suis allé, la porte était entr'ouverte. Je me tenais d'un côté, elle de l'autre, et nous nous causions de cette manière. Ne dites pas, ma nièce, que vous ne saviez pas cela. Quoi qu'il en soit, ce garçon est allé chez elle pour jouer. À quoi as-tu joué, mon garçon ? » « Nous avons joué avec des drapeaux, dis-je. Je dois avouer que je suis très étonnée aujourd'hui, quand je me rappelle les mensonges que je fis en cette occasion. « Des drapeaux ?» répéta ma sœur. « Oui, dis-je. Estelle agitait un drapeau bleu et moi un rouge, et Miss Havisham en agitait un tout parsemé d'étoiles d'or. Elle l'agitait par la portière de sa voiture, et puis nous brandissions nos sabres en criant « Hurrah ! Hurrah !»« Des sabres ?» répéta ma sœur. « Où les aviez-vous pris ?»« Dans une armoire, dis-je, où il y avait des pistolets et des confitures et des pilules. Le jour ne pénétrait pas dans la chambre, mais elles étaient éclairées par des chandelles. »« Cela est vrai, ma nièce, » dit M. Pumblechook avec un signe de tête plein de gravité. « Je puis vous garantir cet état de choses, car j'en ai moi-même été témoin. » Tous deux me regardèrent, et moi-même, prenant un petit air candide, je les regardai aussi, en plissant avec ma main droite la jambe droite de mon pantalon. S'ils m'eussent adressé d'autres questions, je me serais indubitablement trahi, car j'étais sur le point de déclarer qu'il y avait un ballon dans la cour, et j'aurais même hasardé cette absurde déclaration si mon esprit n'eût pas balancé entre ce phénomène et un ours enfermé dans la brasserie. Cependant, ils étaient tellement absorbés par les merveilles que j'avais déjà présentées à leur admiration que j'échappais à cette dangereuse alternative. Ce sujet les occupait encore quand Joe revint de son travail et demanda une tasse de thé. Ma sœur lui raconta ce qui m'était arrivé, plutôt pour soulager son esprit émerveillé que pour satisfaire la curiosité de mon bon ami Joe. Quand je vis Joe ouvrir ses grands yeux bleus et les promener autour de lui en signe d'étonnement, je fus pris de remords, mais seulement en ce qui le concernait lui, sans m'inquiéter en aucune manière des 2 autres. Envers Joe, mais envers Joe seulement, je me considérais comme un jeune monstre,
pendant qu'il débattait les avantages qui pourraient résulter de la connaissance et de la faveur de Miss Havisham. Ils étaient certains que Miss Havisham ferait quelque chose pour moi, mais ils se demandaient sous quelle forme. Ma sœur entrevoyait le don de quelques propriétés rurales. M. Pumblechook s'attendait à une récompense magnifique qui m'aiderait à apprendre quelques jolis commerces, celui de grainetier, par exemple. Joe tomba dans la plus profonde disgrâce pour avoir osé suggérer que j'étais, aux yeux de Miss Havisham, l'égal des chiens qui avaient combattu héroïquement pour les côtelettes de veau. « Si ta tête folle ne peut exprimer d'idées plus raisonnables que celle-là, dit ma sœur, et que tu aies à travailler, tu ferais mieux de t'y mettre de suite. » Et le pauvre homme sortit sans mot dire. Quand M. Pumblechook fut parti, et que ma sœur eut gagné son lit, je me rendis à la dérobée dans la forge, où je restai auprès de Joe jusqu'à ce qu'il eût fini son travail. Et je lui dis alors : « Joe, avant que ton feu ne soit tout à fait éteint, je voudrais te dire quelque chose. »« Vraiment, mon petit Pip, dit Joe en tirant son escabeau près de la forge. Dis-moi ce que c'est, mon petit Pip. »« Joe, dis-je en prenant la manche de sa chemise et la roulant entre le pouce et l'index. Tu te souviens de tout ce que j'ai dit sur le compte de Miss Havisham ? Si je m'en souviens, dit Joe. Je crois bien, c'est merveilleux. Oui, mais c'est une terrible chose, Joe, car tout cela n'est pas vrai. Que dis-tu, mon petit Pip ? S'écria Joe, frappé d'étonnement. Tu ne veux pas dire, j'espère, que c'est un... Oui, je dois te le dire à toi. Tout cela, c'est un mensonge. Mais pas tout ce que tu as raconté, bien sûr. Tu ne prétends pas dire qu'il n'y a pas de voiture en velours noir, hein ? Je continuais à secouer la tête. Mais au moins, il y avait des chiens, mon petit Pip. Mon cher petit Pip. S'il n'y avait pas de côtelettes de veau, au moins, il y avait des chiens. Non, Joe. Un chien, dit Joe. Rien qu'un tout petit chien ? Non, Joe, il n'y avait rien qui ressemblât à un chien. Joe me considérait avec le plus profond désappointement. Mon petit Pip, mon cher petit Pip, ça ne peut pas marcher comme ça, mon garçon. Où donc veux-tu en venir ? C'est terrible, n'est-ce pas ? Terrible, s'écria Joe. Terrible. Quel démon t'a poussé ? Je ne sais, Joe, répliquai-je en lâchant sa manche de chemise et m'asseyant à ses pieds dans les cendres. Mais je voudrais bien que tu ne m'aies pas appris à appeler les valets des Jeannots, et je voudrais que mes mains fussent moins rudes et mes souliers moins épais. Alors je dis à Joe que je me trouvais bien malheureux, et que je n'avais pu m'expliquer devant Mrs. Joe et M. Pumblechook parce qu'ils étaient trop durs pour moi, qu'il y avait chez Miss Havisham une fort jolie demoiselle qui était très fière, qu'elle m'avait dit que j'étais commun, que je savais bien que j'étais commun, mais que je voudrais bien ne plus l'être, et que les mensonges m'étaient venus, je ne savais ni comment ni pourquoi. C'était un cas de métaphysique aussi difficile à résoudre pour Joe que pour moi. Mais Joe voulut éloigner tout ce qu'il y avait de métaphysique dans l'espèce, et en vint à bout. « Il y a une chose dont tu peux être bien certain, mon petit Pip, » dit Joe après avoir longtemps ruminé. « D'abord, un mensonge est un mensonge, de quelque manière qu'il vienne, et il ne doit pas venir. N'en dis plus, mon petit Pip. Ça n'est pas le moyen de ne plus être commun, mon garçon. Et quant à être commun, je ne vois pas cela très clairement. Tu es d'une petite taille peu commune, et ton savoir n'est pas commun non plus. Si, je suis ignorant et emprunté, Joe. Mais vois donc cette lettre que tu m'as écrite hier soir. C'est comme imprimé. J'ai vu des lettres, et lettres écrites par des messieurs très comme il faut, encore, et elles n'avaient pas l'air d'être imprimées. Je ne sais rien, Joe. Tu as une trop bonne opinion de moi, voilà tout. Eh bien, mon petit Pip, dit Joe, que cela soit ou que cela ne soit pas, il faut commencer par le commencement.
Le roi sur son trône, avec sa couronne sur sa tête, avant d'écrire ses actes du Parlement, a commencé par apprendre l'alphabet, alors qu'il n'était que prince royal. Ah, ajouta Joe avec un signe de satisfaction personnelle, il a commencé par l'A et a été jusqu'au Z. Je sais parfaitement ce que c'est, quoique je ne puisse pas dire que j'en ai fait autant. Il y avait de la sagesse dans ces paroles, et elles m'encouragèrent un peu. Ne faut-il pas mieux, continua Joe en réfléchissant, rester dans la société des gens communs plutôt que d'aller jouer avec ceux qui ne le sont pas? Ceci me fait penser qu'il y avait peut-être un drapeau. Non, Joe. Je suis vraiment fâché qu'il n'y ait pas eu au moins un drapeau, mon petit Pip. Cela finira par arriver aux oreilles de ta sœur. Écoute, mon petit Pip, ce que va te dire un véritable ami, si tu ne réussis pas à n'être plus commun, en allant tout droit devant toi, il ne faut pas songer que tu pourras le faire en allant de travers. Ainsi donc, mon petit Pip, ne dis plus de mensonges. Vis bien et meurs en paix. Tu ne m'en veux pas, Joe? Non, mon petit Pip, non. Mais je ne puis m'empêcher de penser qu'ils étaient joliment audacieux, ces chiens qui voulaient manger les côtelettes de veau. Et un ami qui te veut du bien te conseille d'y penser quand tu monteras te coucher. Voilà tout, mon petit Pip, et ne le fais plus. Quand je me trouvais dans ma petite chambre, disant mes prières, je n'oubliais pas la recommandation de Joe. Et pourtant mon jeune esprit était dans un tel état de trouble que longtemps après m'être couché, je pensais encore comment Miss Estelle considérerait Joe, qui n'était qu'un simple forgeron, et combien ses mains étaient rudes et ses souliers épais. Je pensais aussi à Joe et à ma sœur, qui avaient l'habitude de s'asseoir dans la cuisine, et je réfléchissais que moi-même j'avais quitté la cuisine pour aller me coucher, que Miss Havisham et Estelle ne restaient jamais à la cuisine, et qu'elles étaient bien au-dessus de ces habitudes communes. Je m'endormis en pensant à ce que j'avais fait chez Miss Havisham, comme si j'y étais restée des semaines et des mois au lieu d'heures, et comme si c'eût été un vieux souvenir au lieu d'un événement arrivé le jour même. Ce fut un jour mémorable pour moi, car il apporta de grands changements dans ma destinée. Mais c'est la même chose pour chacun. Figurez-vous un certain jour retranché dans votre vie et pensez combien elle aurait été différente. Arrêtez-vous, vous qui lisez ce récit, et figurez-vous une longue chaîne de fil ou d'or, d'épines ou de fleurs, qui ne vous eût jamais lié si, à un certain et mémorable jour, le premier anneau ne se fût formé. Chapitre 10. Un ou 2 jours après, un matin en m'éveillant, il me vint l'heureuse idée que le meilleur moyen pour n'être plus commun était de tirer de Biddy tout ce qu'elle pouvait savoir sur ce point important. En conséquence, je déclarai à Biddy, un soir que j'étais allée chez la grand-tante de M. Wopsle, que j'avais des raisons particulières pour désirer faire mon chemin en ce monde et que je lui serais très obligée si elle voulait bien m'enseigner tout ce qu'elle savait. Biddy, qui était la fille la plus obligeante du monde, me répondit immédiatement qu'elle ne demandait pas mieux, et elle mit aussitôt sa promesse à exécution. Le système d'éducation adopté par la grand-tante de M. Wopsle pouvait se résoudre ainsi qu'il suit. Les élèves mangeaient des pommes et se mettaient des brins de paille sur le dos les uns des autres, jusqu'à ce que la grand-tante de M. Wopsle, rassemblant toute son énergie, se précipitât indistinctement sur eux, armée d'une baguette de bouleau, en faisant une course effrénée. Après avoir reçu le choc avec toutes les marques de dérision possibles, les élèves se formaient en ligne et faisaient circuler rapidement, de main en main, un livre tout déchiré. Le livre contenait, ou plutôt avait contenu, un alphabet, quelques chiffres, une table de multiplication et un syllabaire. Dès que ce livre se mettait en mouvement, la grand-tante de M. Wopsle tombait dans une espèce de pâmoison provenant de la fatigue ou d'un accès de rhumatisme. Les élèves se livraient alors, entre eux, à l'examen de leurs souliers, pour savoir celui qui pourrait frapper le plus fort avec son pied. Cet examen durait jusqu'au moment où Biddy arrivait avec 3 bibles, toutes abîmées et toutes déchiquetées, comme si elles avaient été coupées avec le manche de quelque chose de rude et d'inégal.
et plus illisible et plus mal imprimée qu'aucune des curiosités littéraires que j'ai jamais rencontrées depuis. Elles étaient mouchetées partout, avec des taches de rouille et avaient, écrasés entre leurs feuillets, des spécimens variés de tous les insectes du monde. Cette partie du cours était généralement égayée par quelques combats singuliers entre Bidi et les élèves récalcitrants. Lorsque la bataille était terminée, Bidi nous indiquait un certain nombre de pages, et alors nous lui lisions tous à haute voix ce que nous pouvions, ou plutôt ce que nous ne pouvions pas. C'était un bruit effroyable. Bidi conduisait cet orchestre infernal en lisant elle-même d'une voix lente et monotone. Aucun de nous n'avait la moindre notion de ce qu'il lisait. Quand ce terrible charivari avait duré un certain temps, il finissait généralement par réveiller la grand-tante de M. Wopsle. Et elle attrapait un des gens par les oreilles et les lui tirait d'importance. Ceci terminait la leçon du soir, et nous nous élancions en plein air en poussant des cris de triomphe. Je dois à la vérité de faire observer qu'il n'était pas défendu aux élèves de s'exercer à écrire sur l'ardoise ou même sur du papier quand il y en avait. Mais il n'était pas facile de se livrer à cette étude pendant l'hiver, car la petite boutique où l'on faisait la classe et qui servait en même temps de chambre à coucher et de salon à la grand-tante de M. Wopsle n'était que faiblement éclairée au moyen d'une chandelle sans mouchette. Il me sembla qu'il me faudrait bien du temps pour me dégrossir dans de pareilles conditions. Néanmoins, je résolus d'essayer et, ce soir-là, Bidi commença à remplir l'engagement qu'elle avait pris envers moi en me faisant faire une lecture de son petit catalogue et en me prêtant, pour le copier à la main, un grand vieux dé qu'elle avait copié elle-même du titre de quelque journal et que, jusqu'à présent, j'avais toujours pris pour une boucle. Il va sans dire qu'il y avait un cabaret dans le village et que Joe aimait à y aller, de temps en temps, fumer sa pipe. J'avais reçu l'ordre le plus formel de passer le prendre aux 3 jolis bateliers en revenant de l'école et de le ramener à la maison à mes risques et périls. Ce fut donc vers les 3 jolis bateliers que je dirigeai mes pas. À côté du comptoir, il y avait aux 3 jolis bateliers une suite de comptes d'une longueur alarmante, inscrits à la craie sur le mur près de la porte. Ces comptes semblaient n'avoir jamais été réglés. Je me souvenais de les avoir toujours vus là, ils avaient même toujours grandi en même temps que moi, mais il y avait une grande quantité de craie dans notre pays, et sans doute les habitants ne voulaient négliger aucune occasion d'en tirer parti. Comme c'était un samedi soir, je trouvai le chef de l'établissement regardant ses comptes d'un air passablement renfrogné. Mais comme j'avais affaire à Joe et non à lui, je lui souhaitai tout simplement le bonsoir et passai dans la salle commune, au fond du couloir, où il y avait un bon feu et où Joe fumait sa pipe en compagnie de M. Wopsle et d'un étranger. Joe me reçut comme de coutume en s'écriant « Holà, mon petit Pipe, te voilà, mon garçon !» Aussitôt l'étranger tourna la tête pour me regarder. C'était un homme que je n'avais jamais vu, et il avait l'air fort mystérieux. Sa tête était penchée d'un côté, et l'un de ses yeux était constamment à demi fermé, comme s'il visait quelque chose avec un fusil invisible. Il avait une pipe à la bouche. Il l'ôta, et après en avoir expulsé la fumée, sans cesser de me regarder fixement, il me fit un signe de tête. Je répondis par un signe semblable. Alors, il continua le même jeu et me fit place à côté de lui. Mais comme j'avais l'habitude de m'asseoir à côté de Joe toutes les fois que je venais dans cet endroit, je dis « Non, merci, monsieur », et je me laissai tomber à la place que Joe m'avait faite sur l'autre banc. L'étranger, après avoir jeté un regard sur Joe et vu que son attention était occupée ailleurs, me fit de nouveaux signes. Puis il se frotta la jambe d'une façon vraiment singulière, du moins ça me fit cet effet-là. « Vous disiez, dit l'étranger en s'adressant à Joe, que vous êtes forgeron ? » ?»« Oui, répondit Joe. »« Que voulez-vous boire, monsieur ? » ?»« À propos, vous ne m'avez pas dit votre nom. » Joe le lui dit, et l'étranger l'appela alors par son nom. « Que voulez-vous boire, monsieur Gargery ? C'est moi qui paye pour trinquer avec vous. » « À vous dire vrai, répondit Joe, je n'ai pas l'habitude de trinquer avec personne, et surtout de boire aux frais des autres, mais au mien. »« L'habitude, non, reprit l'étranger, mais une fois par hasard n'est pas coutume, et un samedi soir encore. Allons,
Dites ce que vous voulez, monsieur Gargery. Je ne voudrais pas vous refuser plus longtemps, dit Joe. Du rhum. Soit, du rhum, répéta l'étranger. Mais monsieur voudra-t-il bien, à son tour, témoigner son désir? Du rhum, dit monsieur Wopsle. 3 rhums, cria l'étranger au propriétaire du cabaret, et 3 verres pleins. Monsieur, observa Joe en manière de présentation, est un homme qui vous ferait plaisir à entendre. C'est le chantre de notre église. Ah ah, dit l'étranger vivement en me regardant de côté. L'église isolée, à droite des marais, tout entourée de tombeaux. C'est cela même, dit Joe. L'étranger, avec une sorte de murmure de satisfaction à travers sa pipe, mit sa jambe sur le banc qu'il occupait à lui seul. Il portait un chapeau de voyage à large bord et par-dessous un mouchoir roulé autour de sa tête, en manière de calotte, de sorte qu'on ne voyait pas ses cheveux. Il me sembla que sa figure prenait en ce moment une expression rusée, suivie d'un éclat de rire étouffé. « Je ne connais pas très bien ce pays, messieurs, mais il me semble bien désert du côté de la rivière. »« Les marais ne sont pas habités ordinairement, » dit Joe. « Sans doute, sans doute. Mais ne pensez-vous pas qu'il peut y venir quelquefois des bohémiens, des vagabonds ou quelques voyageurs égarés ? » ?»« Non, » dit Joe. « Seulement par-ci, par-là, un forçat évadé, et ils ne sont pas faciles à prendre, n'est-ce pas, Monsieur Wopsle ? » Monsieur Wopsle, se souvenant de sa déconvenue, fit un signe d'assentiment dépourvu de tout enthousiasme. « Il paraît que vous en avez poursuivi ?» demanda l'étranger. « Une fois, » répondit Joe, « non pas que nous tenions beaucoup à les prendre, comme vous pensez bien. Nous y allions comme curieux, n'est-ce pas, mon petit Pip ? » ?»« Oui, Joe. » L'étranger continuait à me lancer des regards de côté, comme si c'eût été particulièrement moi qu'il visa avec son fusil invisible, et dit : « C'est un gentil camarade que vous avez là. Comment l'appelez-vous ? » ?»« Pip, » dit Joe. « Son nom de baptême est Pip ? » ?»« Non, pas son nom de baptême. »« Son surnom, alors ? » ?»« Non, » dit Joe, « c'est une espèce de nom de famille qu'il s'est donné à lui-même quand il était tout enfant. »« C'est votre fils ? » ?»« Oh, non, » dit Joe en méditant, non qu'il fût nécessaire de réfléchir là-dessus, mais parce que c'était l'habitude, aux 3 jolis bateliers, de réfléchir profondément sur tout ce qu'on disait, pendant que l'on fumait. « Oh, non. Non, il n'est pas mon fils. »« Votre neveu, » dit l'étranger. « Pas davantage, » dit Joe, avec la même apparence de réflexion profonde. « Non, je ne veux pas vous tromper. Il n'est pas mon neveu. »« Que diable vous est-il donc, alors ?» demanda l'étranger, qui me parut pousser bien vigoureusement ses investigations. Monsieur Wopsle prit alors la parole, comme quelqu'un qui connaissait tout ce qui a rapport aux parentés, sa profession lui faisant un devoir de savoir par cœur jusqu'à quel degré de parenté il était interdit à un homme d'épouser une femme, et il expliqua les liens qui existaient entre Joe et moi. Monsieur Wopsle ne termina pas sans citer avec un air terrible un passage de Richard III, et il s'imagina avoir dit tout ce qu'il y avait à dire sur ce sujet quand il eut ajouté « Comme dit le poète ». Ici, je dois remarquer qu'en parlant de moi, monsieur Wopsle trouvait nécessaire de me caresser les cheveux et de me les ramener jusque dans les yeux. Je ne pouvais concevoir pourquoi tous ceux qui venaient à la maison me soumettaient toujours au même traitement désagréable, dans les mêmes circonstances. Cependant, je ne me souviens pas d'avoir jamais été, dans ma première enfance, le sujet des conversations de notre cercle de famille. Mais quelques personnes à larges mains me favorisaient de temps en temps de cette caresse ophtalmique pour avoir l'air de me protéger. Pendant tout ce temps, l'étranger n'avait regardé personne que moi, et, cette fois, il me regardait comme s'il se déterminait à faire feu sur l'objet qu'il visait depuis si longtemps. Mais il ne dit plus rien, jusqu'au moment où l'on apporta les verres de rhum. Alors son cou partit, mais de la façon la plus singulière.
il se fit comprendre par une pantomime muette qui s'adressait spécialement à moi. Il mêlait son grog au rhum et il le goûtait tout en me regardant, non pas avec la cuillère qu'on lui avait donnée, mais avec une lime. Il me fit cela de manière à ce que personne autre que moi ne le vît, et quand il eut fini, il essuya la lime et la mit dans sa poche de côté. Dès que j'aperçus l'instrument, je reconnus mon forçat et la lime de Joe. Je le regardais sans pouvoir faire un mouvement. J'étais tout à fait fasciné. Mais il s'appuyait alors sur son banc, sans s'inquiéter davantage de moi, et il se mit à parler de Navet. Il y avait en Joe un tel besoin de se purifier et de se reposer tranquillement avant de rentrer à la maison, qu'il osait rester une demi-heure de plus dans la vie active le samedi que les autres jours. C'était une délicieuse demi-heure qui venait de se passer à boire ensemble du grog au rhum. Alors Joe se leva pour partir et me prit par la main. « Attendez un moment, monsieur Gargery, dit l'étranger. Je crois avoir quelque part dans ma poche un beau shilling tout neuf, et si je le trouve, ce sera pour ce petit. » Il le dénicha au milieu d'une poignée d'autres pièces de peu de valeur, l'enveloppa dans du papier chiffonné et me le donna. « C'est pour toi, dit-il. Pour toi seul, tu entends ?» Je le remerciai, en écarquillant sur lui mes yeux plus qu'il ne convenait à un enfant bien élevé, et en me cramponnant à la main de Joe. Il dit bonsoir à celui-ci, ainsi qu'à M. Wopsle, qui sortit en même temps que nous, et il me fit un dernier signe de son bon œil, non pas en me regardant, car il le ferma. Mais quelle merveille ne peut-on pas opérer avec un clignement d'œil ? En rentrant à la maison, j'aurais pu parler tout à mon aise, si j'en avais eu l'envie, car M. Wopsle nous quitta à la porte des Trois Jolis Bateliers, et Joe marcha tout le temps, la bouche toute grande ouverte, pour se la rincer et faire passer l'odeur du rhum, en absorbant le plus d'air possible. J'étais comme stupéfiée par le changement qui s'était opéré chez mon ancienne et coupable connaissance, et je ne pouvais penser à autre chose. Ma sœur n'était pas de trop mauvaise humeur quand nous entrâmes dans la cuisine, et Joe profita de cette circonstance extraordinaire pour lui parler de mon shilling tout neuf. « C'est une pièce fausse. J'en mettrai ma main au feu, dit Mrs. Joe d'un air de triomphe. Sans cela, il ne l'aurait pas donné à cet enfant. Voyons cela. » Je sortis le shilling du papier, et il se trouva qu'il était parfaitement bon. « Mais qu'est-ce que cela ?» dit Mrs. Joe en rejetant le shilling et en saisissant le papier. « 2 bank-notes d'1 livre chacune !» Ce n'était en effet rien moins que 2 grasses bank-notes d'1 livre, qui semblaient avoir vécu dans la plus étroite intimité avec tous les marchands de bestiaux du comté. Joe reprit son chapeau et courut aux 3 Jolis Bateliers pour les restituer à leurs propriétaires. Pendant son absence, je m'assis sur mon banc ordinaire et je regardais ma sœur d'une manière significative, car j'étais à peu près certain que l'homme n'y serait plus. Bientôt Joe revint dire que l'homme était parti, mais que lui, Joe, avait laissé un mot à l'hôtelier des 3 Jolis Bateliers, relativement aux bank-notes. Alors ma sœur les enveloppa avec soin dans un papier et les mit dans une théière purement ornementale qui était placée sur une cheminée du salon de gala. Elles restèrent là bien des nuits, bien des jours, et ce fut un cauchemar incessant pour mon jeune esprit. Quand je fus couché, je revis l'étranger me visant toujours avec son arme invisible, et je pensais combien il était commun, grossier et criminel de conspirer secrètement avec des condamnés, chose à laquelle, jusque-là, je n'avais pas pensé. La lime aussi me tourmentait. Je craignais à tout moment de la voir reparaître. J'essayais bien de m'endormir en pensant que je reverrais Miss Havisham le mercredi suivant. J'y réussis, mais dans mon sommeil, je vis la lime sortir d'une porte et se diriger vers moi, sans pourtant voir celui qui la tenait, et je m'éveillai en criant.
Chapitre 11. Le jour indiqué, je me rendis chez Miss Havisham. Je sonnai avec beaucoup d'hésitation, et Estelle parut. Elle ferma la porte après m'avoir fait entrer, et comme la première fois, elle me précéda dans le sombre corridor où brûlait la chandelle. Elle ne parut faire attention à moi que lorsqu'elle eut la lumière dans la main. Alors, elle me dit avec hauteur : « Tu vas passer par ici aujourd'hui. » Et elle me conduisit dans une partie de la maison qui m'était complètement inconnue. Le corridor était très long et semblait faire tout le tour de Manor House. Arrivée à une des extrémités, elle s'arrêta, déposa à terre sa chandelle et ouvrit une porte. Ici, le jour reparut, et je me trouvais dans une petite cour pavée dont la partie opposée était occupée par une maison séparée qui avait dû appartenir au directeur ou au premier employé de la défunte brasserie. Il y avait une horloge au mur extérieur de cette maison. Comme la pendule de la chambre de Miss Havisham et comme la montre de Miss Havisham, cette horloge était arrêtée à 9h moins 20 minutes. Nous entrâmes par une porte qui se trouvait ouverte dans une chambre sombre et très basse de plafond. Il y avait quelques personnes dans cette chambre. Estelle se joignit à elle en me disant : « Tu vas rester là, mon garçon, jusqu'à ce qu'on ait besoin de toi. » Là était la fenêtre. Je m'y accoudai et je restais là, dans un état d'esprit très désagréable, et regardant au dehors. La fenêtre donnait sur un coin du jardin fort misérable et très négligé où il y avait une rangée de vieilles tiges de choux et un grand buis qui, autrefois, avait été taillé et arrondi comme un pudding. Il avait à son sommet de nouvelles pousses de couleurs différentes qui avaient altéré un peu sa forme, comme si cette partie du jardin avait touché à la casserole et s'était roussie. Telle fut, du moins, ma première impression en contemplant cet arbre. Il était tombé un peu de neige pendant la nuit. Partout ailleurs, elle avait disparu, mais là, elle n'était pas encore entièrement fondue, et, à l'ombre froide de ce bout de jardin, le vent la soufflait en petits flocons qui venaient fouetter contre la fenêtre, comme s'ils eussent voulu entrer pour me lapider. Je m'aperçus que mon arrivée avait arrêté la conversation, et que les personnes qui se trouvaient réunies dans cette pièce avaient les yeux fixés sur moi. Je ne pouvais rien voir, excepté la réverbération du feu sur les vitres, mais je sentais dans les articulations une gêne et une roideur qui me disaient que j'étais examinée avec une scrupuleuse attention. Il y avait dans cette chambre 3 dames et un monsieur. Je n'avais pas été 5 minutes à la croisée que, d'une manière ou d'une autre, ils m'avaient tous laissé voir qu'ils n'étaient que des flatteurs et des hâbleurs. Mais chacun prétendait ne pas s'apercevoir que les autres étaient des flatteurs et des hâbleurs, parce que celui ou celle qui aurait admis ce soupçon aurait pu être accusé d'avoir les mêmes défauts. Tous avaient cet air inquiet et triste, de gens qui attendent le bon plaisir de quelqu'un, et la plus bavarde des dames avait bien de la peine à réprimer un bâillement tout en parlant. Cette dame, qui avait nom Camille, me rappelait ma sœur, avec cette différence qu'elle était plus âgée, et que son visage, au premier coup d'œil, m'avait paru avoir des traits plus grossiers. Je commençais à penser que c'était une grâce du ciel si elle avait des traits quelconques, tant était haute et pâle la muraille inanimée que présentait sa face. « Pauvre chère âme !» dit la dame, avec une vivacité de manière tout à fait semblable à celle de ma sœur. « Il n'a d'autre ennemi que lui-même. »« Il serait bien plus raisonnable d'être l'ennemi de quelqu'un, » dit le monsieur. « Bien plus naturel. »« Mon cousin John, » observa une autre dame, « nous devons aimer notre prochain. »« Sarah Pocket, » repartit le cousin John, « si un homme n'est pas son propre prochain, qui donc l'est ?» Miss Pocket se mit à rire. Camille rit aussi, et elle dit en réprimant un bâillement : « Quelle idée !» Mais ils pensèrent, à ce que je crois, que cela était aussi une bien bonne idée. L'autre dame, qui n'avait pas encore parlé, dit avec emphase et gravité : « C'est vrai, c'est bien vrai. » «
Pauvre âme, continua bientôt Camille. Je savais qu'en même temps, tout ce monde-là me regardait. Il est si singulier. Croirait-on que, quand la femme de Tom est morte, il ne pouvait pas comprendre l'importance du deuil que doivent porter les enfants? Bon Dieu, disait-il, Camille, à quoi sert de mettre en noir les pauvres petits orphelins? Comme Matthew. Quelle idée! Il y a du bon chez lui, dit le cousin John. Il y a du bon chez lui. Je ne nie pas qu'il n'y ait du bon chez lui, mais il n'a jamais eu et n'aura jamais le moindre sentiment des convenances. Vous savez combien j'ai été obligée d'être ferme, dit Camille. Je lui ai dit, il faut que cela soit pour l'honneur de la famille. Et je lui ai répété que si l'on ne portait pas le deuil, la famille était déshonorée. Je discourais là-dessus depuis le déjeuner jusqu'au dîner, au point d'en troubler ma digestion. Alors il se mit en colère et, en jurant, il me dit « Eh bien, faites comme vous voudrez !» Dieu merci, ce sera toujours une consolation pour moi de pouvoir me rappeler que je sortis aussitôt, malgré la pluie qui tombait à torrents, pour acheter les objets de deuil. « C'est lui qui les a payés, n'est-ce pas ?» demanda Estelle. « On ne demande pas, ma chère enfant, qui les a payés, » reprit Camille. « La vérité, c'est que je les ai achetés, et j'y penserai souvent avec joie quand je serai forcée de me lever la nuit. » Le bruit d'une sonnette lointaine, mêlé à l'écho d'un bruit ou d'un appel venant du couloir par lequel j'étais arrivée, interrompit la conversation et fit dire à Estelle « Allons, mon garçon !» Quand je me retournai, ils me regardèrent tous avec le plus souverain mépris et, en sortant, j'entendis Sarah Pocket qui disait « J'en suis certaine. Et puis après ?» Et Camille ajouta avec indignation « A-t-on jamais vu pareille chose? Quelle idée !» Comme nous avancions dans le passage obscur, Estelle s'arrêta tout à coup en me regardant en face. Elle me dit d'un ton railleur en mettant son visage tout près du mien. « Eh bien ?»« Eh bien, mademoiselle ?» fis-je en me reculant. Elle me regardait, et moi, je la regardais aussi, bien entendu. « Suis-je jolie ? » ?»« Oui, je vous trouve très jolie. »« Suis-je fière ? » ?»« Pas autant que la dernière fois, dis-je. »« Pas autant ? » ?»« Non. » Elle s'animait en me faisant cette dernière question, et elle me frappa au visage de toutes ses forces. « Maintenant, dit-elle, vilain petit monstre, que penses-tu de moi ? Je ne vous le dirai pas, parce que tu vas le dire là-haut. Est-ce cela ? Non, répondis-je, ce n'est pas cela. Pourquoi ne pleures-tu plus, petit misérable ? Parce que je ne pleurerai plus jamais pour vous, dis-je. Ce qui était la déclaration la plus fausse qui ait jamais été faite, car je pleurais intérieurement, et Dieu sait la peine qu'elle me fit plus tard. Nous continuâmes notre chemin, et, en montant, nous rencontrâmes un monsieur qui descendait à tâtons. « Qui est là ? » demanda le monsieur, en s'arrêtant et en me regardant. « Un enfant, » dit Estelle. C'était un gros homme, au teint excessivement brun, avec une très grosse tête et avec de très grosses mains. Il me prit le menton et me souleva la tête pour me voir à la lumière. Il était prématurément chauve et possédait une paire de sourcils noirs qui se tenaient tout droits. Ses yeux étaient enfoncés dans sa tête et leur expression était perçante et désagréablement soupçonneuse. Il avait une grande chaîne de montre et sur la figure de gros points noirs où sa barbe et ses favoris eussent été s'il les eût laissés pousser. Il n'était rien pour moi, mais par hasard, j'eus l'occasion de le bien observer. « Tu es des environs ? » dit-il. « Oui, monsieur, répondis-je. »« Pourquoi viens-tu ici ? » ?»« C'est Miss Havisham qui m'a envoyé chercher, monsieur. »« Bien. Conduis-toi convenablement. J'ai quelque expérience des jeunes gens. Ils ne valent pas grand-chose à eux tous. Fais attention, ajouta-t-il, en mordant son gros index et en fronçant ses gros sourcils. Fais attention à te bien conduire. Là-dessus, il me lâcha, ce dont je fus bien aise,
car sa main avait une forte odeur de savon, et il continua à monter l'escalier. Je me demandais à moi-même si ce n'était pas un docteur. Mais non, pensais-je, ce ne peut être un docteur. Il aurait des manières plus douces et plus avenantes. Du reste, je n'eus pas grand temps pour réfléchir à ce sujet, car nous nous trouvâmes bientôt dans la chambre de Miss Havisham, où elle et tous les objets qui l'entouraient étaient exactement dans le même état où je les avais laissés. Estelle me laissa debout près de la porte, et j'y restai jusqu'à ce que Miss Havisham jetât les yeux sur moi. « Ainsi donc, dit-elle sans la moindre surprise, les jours convenus sont écoulés ? »« Oui, madame, c'est aujourd'hui, là, fit-elle avec son impatient mouvement de doigts. Je n'ai pas besoin de le savoir. Es-tu prêt à jouer ? Je fus obligée de répondre avec un peu de confusion. Je ne pense pas, madame. Pas même aux cartes ? Demanda-t-elle avec un regard pénétrant. Si, madame, je puis faire cela si c'est nécessaire. Puisque cette maison te semble vieille et triste, dit Miss Havisham avec impatience, et puisque tu ne veux pas jouer, veux-tu travailler ? Je répondis à cette demande de meilleur cœur qu'à la première, et je dis que je ne demandais pas mieux. Alors, entre dans cette chambre, dit-elle en me montrant avec sa main ridée une porte qui était derrière moi, et attends-moi là jusqu'à ce que je vienne. Je traversai le palier et j'entrai dans la chambre qu'elle m'avait indiquée. Le jour ne pénétrait pas plus dans cette chambre que dans l'autre, et il y régnait une odeur de renfermé qui oppressait. On venait tout récemment d'allumer du feu dans la vieille cheminée, mais il était plus disposé à s'éteindre qu'à brûler, et la fumée qui persistait à séjourner dans cette chambre semblait encore plus froide que l'air, et ressemblait au brouillard de nos marais. Quelques bouts de chandelle placés sur la tablette de la grande cheminée éclairaient faiblement la chambre. Ou, pour mieux dire, elle n'en troublait que faiblement l'obscurité. Elle était vaste, et j'ose affirmer qu'elle avait été belle. Mais tous les objets qu'on pouvait apercevoir étaient couverts de poussière, dans un état complet de vétusté, et tombaient en ruine. Ce qui attirait d'abord l'attention, c'était une longue table couverte d'une nappe, comme si la fête qu'on était en train de préparer dans la maison s'était arrêtée en même temps que les pendules. Un surtout, un plat du milieu, de je ne sais quelle espèce, occupait le centre de la table. Mais il était tellement couvert de toiles d'araignée qu'on en pouvait distinguer la forme. En regardant cette grande étendue jaunâtre, il me sembla y voir pousser un immense champignon noir, duquel je voyais entrer et sortir d'énormes araignées au corps moucheté et aux pattes cagneuses. On eût dit que quelque événement de la plus grande importance venait de se passer dans la communauté arachnéenne. J'entendais aussi les souris qui couraient derrière les panneaux des boiseries, comme si elles eussent été sous le coup de quelque grand événement. Mais les perce-oreilles n'y faisaient aucune attention et s'avançaient en tâtonnant sur le plancher et en cherchant leur chemin, comme des personnes âgées et réfléchies, à la vue courte et à l'oreille dure, qui ne sont pas en bons termes les unes avec les autres. Ces créatures rampantes avaient captivé toute mon attention et je les examinais à distance, quand Miss Havisham posa une de ses mains sur mon épaule. De l'autre main, elle tenait une canne à bec de corbin sur laquelle elle s'appuyait, et elle me faisait l'effet de la sorcière du logis. « C'est ici, dit-elle en indiquant la table du bout de sa canne. C'est ici que je serai exposée après ma mort. C'est ici qu'on viendra me voir. » J'éprouvais une crainte vague de la voir s'étendre sur la table et y mourir de suite. C'eût été la complète réalisation du cadavre en cire de la foire. Je tremblais à son contact. « Que penses-tu de l'objet qui est au milieu de cette grande table ?» me demanda-t-elle en l'indiquant encore avec sa canne. « Là, où tu vois des toiles d'araignée. »« Je ne devine pas, madame. »« C'est un grand gâteau, un gâteau de noces. Le mien. » Elle regarda autour de la chambre, puis se penchant sur moi, sans ôter sa main de mon épaule. « Viens, 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 promène-moi. Je jugeai d'après cela que l'ouvrage que j'avais à faire
était de promener Miss Havisham tout autour de la chambre. En conséquence, nous nous mîmes en mouvement d'un pas qui, certes, aurait pu passer pour une imitation de celui de la voiture de mon oncle Pumblechook. Elle n'était pas physiquement très forte, et après un moment, elle me dit « Plus doucement ». Cependant, nous continuions à marcher d'un pas fort raisonnable. Elle avait toujours sa main appuyée sur mon épaule, et elle ouvrit la bouche pour me dire que nous n'irions pas plus loin parce qu'elle ne le pourrait pas. Après un moment, elle me dit « Appelle Estelle ». J'allais sur le palier et je criais ce nom comme j'avais fait la première fois. Quand sa lumière parut, je revins auprès de Miss Havisham et nous nous remîmes en marche. Si Estelle eût été la seule spectatrice de notre manière d'agir, je me serais senti déjà suffisamment humilié. Mais comme elle amena avec elle les 3 dames et le monsieur que j'avais vu en bas, je ne savais que faire. La politesse me faisait un devoir de m'arrêter, mais Miss Havisham persistait à me tenir l'épaule, et nous continuions avec la même ardeur notre promenade insensée. Pour ma part, j'étais navrée à l'idée qu'ils allaient croire que c'était moi qui faisais tout cela. « Chère Miss Havisham, dit Miss Sarah Pocket, comme vous avez bonne mine. »« Ce n'est pas vrai, dit Miss Havisham. Je suis jaune et n'ai que la peau sur les os. » Camille rayonna en voyant Miss Pocket recevoir cette rebuffade, et elle murmura en contemplant Miss Havisham d'une manière tout à fait triste et compatissante. « Pauvre chère âme, certainement elle ne doit pas s'attendre à ce qu'on lui trouve bonne mine, la pauvre créature. Quelle idée! Et vous, comment vous portez-vous, vous ?» demanda Miss Havisham à Camille. Nous étions alors tout près de cette dernière, et j'allais en profiter pour m'arrêter. Mais Miss Havisham ne le voulait pas. Nous poursuivîmes donc, et je sentis que je déplaisais considérablement à Camille. « Merci, Miss Havisham, continua-t-elle. Je vais aussi bien que je puis l'espérer. »« Comment cela ? Qu'avez-vous ? » demanda Miss Havisham avec une vivacité surprenante. « Rien qui vaille la peine d'être dit, » répliqua Camille. « Je ne veux pas faire parade de mes sentiments, mais j'ai pensé à vous toute la nuit, et cela plus que je ne l'aurais voulu. »« Alors, ne pensez pas à moi. »« C'est plus facile à dire qu'à faire, » répondit tendrement Camille, en réprimant un soupir, tandis que sa lèvre supérieure tremblait et que ses larmes coulaient en abondance. Raymond sait de combien de gingembre et de sel j'ai été obligée de faire usage toute la nuit, et combien de mouvements nerveux j'ai éprouvés dans ma jambe. Mais tout cela n'est rien quand je pense à ce que j'aime. Si je pouvais être moins affectueuse et moins sensible, j'aurais une digestion plus facile et des nerfs de fer. Je voudrais bien qu'il en fût ainsi. Mais quant à ne plus penser à vous pendant la nuit, oh, quelle idée! Ici, elle éclata en sanglots. Je compris que le Raymond en question n'était autre que le monsieur présent, et qu'il était en même temps monsieur Camille. Il vint au secours de sa femme et lui dit en manière de consolation : « Camille, ma chère, c'est un fait avéré que vos sentiments de famille vous minent, au point de rendre une de vos jambes plus courte que l'autre. »« Je ne savais pas, » dit la digne dame, dont je n'avais encore entendu la voix qu'une seule fois, « que penser à une personne vous donna des droits sur cette même personne, ma chère. » Miss Sarah Pocket, que je contemplais alors, était une petite femme, vieille, sèche, à la peau brune et ridée. Elle avait une petite tête qui semblait faite en coquille de noix et une grande bouche, comme celle d'un chat sans les moustaches. Elle répétait sans cesse : « Non, en vérité, ma chère, Penser ou ne pas penser est chose assez facile, dit la grave dame. Quoi de plus facile ? Appuya Miss Sarah Pocket. Oh oui, oui, s'écria Camille, dont les sentiments en fermentation semblaient monter de ses jambes jusqu'à son cœur. Tout cela est bien vrai. L'affection poussée à ce point est une faiblesse, mais je n'y puis rien.
Sans doute, ma santé serait bien meilleure s'il en était autrement. Et cependant, si je le pouvais, je ne voudrais pas changer cette disposition de mon caractère. Elle est la cause de bien des peines, il est vrai. Mais c'est aussi une consolation de sentir qu'on la possède. » Ici, nouvel éclat de sentiment. Miss Havisham et moi ne nous étions pas arrêtés une seule minute pendant tout ce temps, tantôt faisant le tour de la chambre, tantôt frôlant les vêtements des visiteurs, et tantôt encore mettant entre eux et nous toute la longueur de la lugubre pièce. « Voyez, Matthew, dit Camille, il ne fraye jamais avec mes parents et s'inquiète fort peu de mes liens naturels. Il ne vient jamais ici savoir des nouvelles de Miss Havisham. J'en ai été si choquée que je me suis accrochée au sofa avec le lacet de mon corset et que je suis restée étendue pendant des heures, insensible, la tête renversée, les cheveux épars et les jambes, je ne sais pas comment. »« Bien plus haute que votre tête, mon amour, » dit monsieur Camille. « Je suis restée dans cet état des heures entières à cause de la conduite étrange et inexplicable de Matthew, et personne ne m'a remerciée. »« En vérité, je dois dire que cela ne m'étonne pas, » interposa la grave dame. « Vous voyez, ma chère, » ajouta Miss Sarah Pocket, « une doucereuse et charmante personne. On serait tenté de vous demander de qui vous attendiez des remerciements, mon amour. » « Sans attendre ni remerciements ni autre chose, » reprit Camille. « Je suis restée dans cet état pendant des heures, et Raymond est témoin de la manière dont je suffoquais et de l'inefficacité du gingembre, à tel point qu'on m'entendait de chez l'accordeur d'en face, et que ces pauvres enfants, trompés, croyaient entendre roucouler des pigeons à distance. Et, après tout cela, s'entendre dire… » Ici Camille porta la main à sa gorge, comme si les nouvelles combinaisons chimiques qui s'y formaient l'eussent suffoqué. Au moment où le nom de Matthew fut prononcé, Miss Havisham m'arrêta et s'arrêta aussi, en levant les yeux sur l'interlocutrice. Ce changement eut quelque influence sur les mouvements nerveux de Camille et les fit cesser. « Matthew viendra me voir à la fin, » dit Miss Havisham avec tristesse, « quand je serai étendue sur cette table. »« Ici, » dit-elle en frappant la table avec sa béquille. « Ici sera sa place. Là, à ma tête. La vôtre et celle de votre mari, là. Et celle de Sarah Pocket, là. Et celle de Georgiana, là. À présent, vous savez tous où vous vous mettrez quand vous viendrez me voir pour la dernière fois. Et maintenant, allez. » À chaque nom, elle avait frappé la table à un nouvel endroit avec sa canne. Après quoi, elle me dit « Promène-moi, promène-moi. » Et nous recommençâmes notre course. « Je suppose, » dit Camille, « qu'il ne nous reste plus qu'à nous retirer. C'est quelque chose d'avoir vu, même pendant si peu de temps, l'objet de mon affection. J'y penserai en m'éveillant la nuit, avec tendresse et satisfaction. Je voudrais voir à Matthew cette consolation. Je suis résolue à ne plus faire parade de mes sensations. Mais il est très dur de s'entendre dire qu'on souhaite la mort d'une de ses parentes, qu'on s'en réjouit, comme si elle était un phénix, et de se voir congédiée. Quelle étrange idée ! Monsieur Camille allait intervenir au moment où Mrs. Camille mettait sa main sur son cœur oppressé et affectait une force de caractère qui n'était pas naturelle et devait renfermer, je le prévoyais, l'intention de tomber en pâmoison quand elle serait dehors. Elle envoya de la main un baiser à Miss Havisham et disparut. Sarah Pocket et Georgiana se disputaient à qui sortirait la dernière, mais Sarah était trop polie pour ne pas céder le pas. Elle se glissa avec tant d'adresse derrière Georgiana que celle-ci fut obligée de sortir la première. Sarah Pocket fit donc son effet séparé en disant ces mots. « Soyez bénie, chère Miss Havisham. » Et en ayant, sur sa petite figure de coquille de noix, un sourire de pitié pour la faiblesse des autres.
Pendant qu'Estelle les éclairait pour descendre, Miss Havisham continuait de marcher, en tenant toujours sa main sur mon épaule. Mais elle se ralentissait de plus en plus. À la fin, elle s'arrêta devant le feu et dit, après l'avoir regardé pendant quelques secondes: « C'est aujourd'hui l'anniversaire de ma naissance, Pip. » J'allais lui en souhaiter encore un grand nombre, quand elle leva sa canne. « Je ne souffre pas qu'on en parle jamais, pas plus ceux qui étaient ici tout à l'heure que les autres. Ils viennent me voir ce jour-là, mais ils n'osent pas y faire allusion. » Bien entendu, je n'essayais pas, moi non plus, d'y faire allusion davantage. « Un pareil jour, bien longtemps avant ta naissance, ce monceau de ruines, qui était alors un gâteau, dit-elle en montrant du bout de sa canne, mais sans y toucher, l'amas de toile d'araignée qui était sur la table, fut apporté ici. Lui et moi, nous nous sommes usés ensemble. Les souris l'ont rongé, et moi-même j'ai été rongée par des dents plus aiguës que celles des souris. » Elle porta la tête de sa canne à son cœur, en s'arrêtant pour regarder la table, et contempla ses habits autrefois blancs, aujourd'hui flétris et jaunis comme elle, la nappe autrefois blanche et aujourd'hui jaunie et flétrie comme elle, et tous les objets qui l'entouraient et qui semblaient devoir tomber en poussière au moindre contact. « Quand la ruine sera complète, dit-elle, avec un regard de spectre, et lorsqu'on me déposera morte dans ma parure nuptiale, sur cette table de repas de noces, tout sera fini, et la malédiction tombera sur lui, et le plus tôt sera le mieux. Pourquoi n'est-ce pas aujourd'hui ?» Elle continuait à regarder la table comme si son propre cadavre y eût été étendu. Je gardai le silence. Estelle revint, et elle aussi se tint tranquille. Il me sembla que cette situation dura longtemps, et je m'imaginais qu'au milieu de cette profonde obscurité, de cette lourde atmosphère, Estelle et moi allions aussi commencer à nous flétrir. À la fin, sortant tout à coup et sans aucune transition de sa contemplation, Miss Havisham dit: « Allons, jouez tous deux aux cartes devant moi. Pourquoi n'avez-vous pas encore commencé ?» Là-dessus, nous rentrâmes dans la chambre et nous nous assîmes en face l'un de l'autre, comme la première fois. Comme la première fois, je fus battue, et comme la première fois encore, Miss Havisham ne nous quitta pas des yeux. Elle appelait mon attention sur la beauté d'Estelle et me forçait de la remarquer en lui essayant des bijoux sur la poitrine et dans les cheveux. Estelle, de son côté, me traita comme la première fois, à l'exception qu'elle ne daigna pas me parler. Quand nous eûmes joué une demi-douzaine de parties, on m'indiqua le jour où je devais revenir, et l'on me fit descendre dans la cour, comme précédemment, pour me jeter ma nourriture comme à un chien. Puis, on me laissa seule, aller et venir, comme je le voudrais. Il n'est pas très utile de rechercher s'il y avait une porte dans le mur du jardin. La première fois que j'y avais grimpé pour regarder dans ce même jardin, et si elle était ouverte ou fermée. C'est assez de dire que je n'en avais pas vu alors et que j'en voyais une maintenant. Elle était ouverte, et je savais qu'Estelle avait reconduit les visiteurs, car je l'avais vue sans revenir la clé dans la main. J'entrai dans le jardin et je le parcourus dans tous les sens. C'était un lieu solitaire et tranquille. Il y avait des tranches de melons et de concombres qui, mêlés à des restes de vieux chapeaux et de vieux souliers, avaient produit, en se décomposant, une végétation spontanée, et par-ci, par-là, un fouillis de mauvaises herbes ressemblant à un poêlon cassé. Quand j'eus fini d'examiner le jardin et une serre, dans laquelle il n'y avait rien qu'une vigne détachée et quelques tessons de bouteilles, je me retrouvai dans le coin que j'avais vu par la fenêtre. Ne doutant pas un seul instant que la maison ne fût vide, j'y jetai un coup d'œil par une autre fenêtre, et je me trouvai, à ma grande surprise, devant un grand jeune homme pâle, avec des cils roux et des cheveux clairs. Ce jeune homme pâle disparut pour reparaître presque aussitôt à côté de moi.
Il était occupé devant des livres au moment où je l'avais aperçu, et alors je vis qu'il était tout taché d'encre. « Hola !» dit-il. « Mon garçon !» Hola est une interpellation à laquelle, je l'ai remarqué souvent, on ne peut mieux répondre que par elle-même. Donc, je lui dis « Hola !» en omettant avec politesse d'ajouter « mon garçon ». « Qui t'a dit de venir ici ?»« Miss Estelle. »« Qui t'a permis de t'y promener ?»« Miss Estelle. »« Viens, et battons-nous, » dit le jeune homme pâle. Pouvais-je faire autrement que de le suivre ? Je me suis souvent fait cette question depuis. Mais pouvais-je faire autrement ? Ses manières étaient si décidées, et j'étais si surpris que je le suivis comme sous l'influence d'un charme. « Attends une minute, » dit-il, avant d'aller plus loin. « Il est bon que je te donne un motif pour combattre. Le voici !» Prenant aussitôt un air fort irrité, il se frotta les mains l'une contre l'autre, jeta délicatement un coup de pied derrière lui, me tira par les cheveux, se frotta les mains encore une fois, courba sa tête et s'élança dans cette position sur mon estomac. Ce procédé de taureau, outre qu'il n'était pas soutenable au point de vue de la liberté individuelle, était manifestement désagréable pour quelqu'un qui venait de manger. En conséquence, je me jetai sur lui une première fois, puis j'allais me précipiter une seconde quand il dit « Ah, ah, vraiment !» et il commença à sauter en avant et en arrière, d'une façon tout à fait extraordinaire et sans exemple pour ma faible expérience. « Ce sont les règles du jeu, » dit-il en sautant de sa jambe gauche sur sa jambe droite. « Ce sont les règles reçues. » Il retomba alors sur sa jambe gauche. « Viens sur le terrain et commençons les préliminaires. » Il sautait à droite, à gauche, en avant, en arrière, et se livrait à toutes sortes de gambades, pendant que je le regardais dans le plus grand étonnement. J'étais secrètement effrayé en le voyant si adroit et si alerte, mais je sentais moralement et physiquement qu'il n'avait aucun droit à enfoncer sa tête dans mon estomac, aussi irrévérencieusement qu'il venait de le faire. Je le suivis donc, sans mot dire, dans un enfoncement retiré du jardin, formé par la jonction de deux murs et protégé par quelques broussailles. Après m'avoir demandé si le terrain me convenait et avoir obtenu un « oui », fort crânement articulé par moi, il me demanda la permission de s'absenter un moment et revint promptement avec une bouteille d'eau et une éponge imbibée de vinaigre. « C'est pour nous deux, » dit-il en plaçant ses objets contre le mur. Alors il retira non seulement sa veste et son gilet, mais aussi sa chemise, d'une façon qui prouvait tout à la fois sa légèreté de conscience, son empressement et une certaine soif sanguinaire. Bien qu'il ne parût pas fort bien portant, et qu'il eût le visage couvert de boutons et une échancrure à la bouche, ces effrayants préparatifs ne laissèrent pas que de m'épouvanter. Je jugeais qu'il devait avoir à peu près mon âge, mais il était bien plus grand, et il avait une manière de se redresser qui m'en imposait beaucoup. Du reste, c'était un jeune homme. Il était habillé tout en gris, quand il n'était pas déshabillé pour se battre, bien entendu, et il avait des coudes et des genoux et des poings et des pieds considérablement développés, comparativement au reste de sa personne. Je sentis mon cœur faiblir en le voyant me toiser avec une certaine affectation de plaisir et examiner ma charpente anatomique comme pour choisir un os à sa convenance. Jamais je n'ai été aussi surpris de ma vie que lorsqu'après lui avoir asséné mon premier coup, je le vis couché sur le dos, me regardant avec son nez tout sanglant et me présentant son visage en raccourci. Il se releva immédiatement, et après s'être épongé avec une dextérité vraiment remarquable, il recommença à me toiser. La seconde surprise manifeste que j'éprouvai dans ma vie, ce fut de le voir sur le dos une deuxième fois, me regardant avec un œil tout noir. Son courage m'inspirait un grand respect. Il n'avait pas de force, ne tapait pas bien dur, et, de plus, je le renversais à chaque coup. Mais il se relevait en un moment, s'épongeait ou buvait à même la bouteille,
en se soignant lui-même avec une satisfaction apparente et un air triomphant qui me faisait croire qu'il allait enfin me donner quelques bons coups. Il fut bientôt tout meurtri, car, j'ai regret à le dire, plus je frappais et plus je frappais fort. Mais il se releva et revint sans cesse à la charge, jusqu'au moment où il reçut un mauvais coup qui l'envoya rouler la tête contre le mur. Encore après cela, se releva-t-il en tournant rapidement sur lui-même, sans savoir où j'étais. Puis, enfin, il alla chercher à genoux son éponge et la jeta en l'air en poussant un grand soupir et en disant « Cela signifie que tu as gagné !» Il paraissait si brave et si loyal que, bien que je n'eusse pas cherché la querelle, ma victoire ne me donnait qu'une médiocre satisfaction. Je crois même me rappeler que je me regardais moi-même comme une espèce d'ours ou quelque autre bête sauvage. Cependant, je m'habillai en essuyant par intervalles mon visage sanglant et je lui dis « Puis-je vous aider ?» Et il me répondit « Non, merci. » Ensuite, je lui dis « Je vous souhaite une bonne après-midi. » Et il me répondit « Moi de même. » En arrivant dans la cour, je trouvai Estelle, attendant avec ses clés. Mais elle ne me demanda ni où j'avais été, ni pourquoi je l'avais fait attendre. Son visage rayonnait comme s'il lui était arrivé quelque chose d'heureux. Au lieu d'aller droit à la porte, elle s'arrêta dans le passage pour m'attendre. « Viens ici. Tu peux m'embrasser si tu veux. » Je l'embrassai sur la joue qu'elle me tendait. Je crois que je serais passé dans le feu pour l'embrasser. Mais je sentais que ce baiser n'était accordé à un pauvre diable tel que moi que comme une menue pièce de monnaie et qu'il ne valait pas grand-chose. Les visiteurs, les cartes et le combat m'avaient retenu si longtemps que, lorsque j'approchais de la maison, les dernières lueurs du soleil disparaissaient derrière les marais et le fourneau de Joe faisait flamboyer une longue trace de feu au travers de la route.